La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, article 5. Y a-t-il des rapports de convenance entre l'âme intellective et le corps auquel elle est unie ? Le philosophe déclare dans son traité sur l'âme, livre 3, en établissant que l'âme est l'acte d'un corps naturel organisé et possédant la vie en puissance. Résumé du corps de l'article. L'âme intellective possédant au suprême degré la faculté de sentir, il a fallu que le corps auquel elle est unie fût un corps mixte et qui eût plus que tous les autres une juste proportion d'éléments divers tels qu'est le corps humain. Corps de l'article. Nous devons dire d'abord que la forme n'étant pas pour la matière, mais au contraire la matière pour la forme, c'est dans la nature de la forme qu'il faut chercher la raison d'être de la matière et non suivre une marche opposée. Or l'âme intellective occupe, comme nous l'avons déjà dit, dans l'ordre de la nature, le rang le plus inférieur parmi les substances intellectuelles, et cela pour la raison qu'elle ne possède pas naturellement la connaissance de la vérité, comme la possèdent les anges, et qu'elle est obligée de la chercher dans les choses visibles et par là même au moyen des sens, ainsi que l'explique saint Denis dans son traité des noms divins, livre 7. Mais la nature ne fait défaut à aucun être dans les choses nécessaires. Il a donc fallu que l'âme intellective possédât non seulement la faculté de comprendre, mais celle encore de sentir. Or la sensation n'a lieu qu'au moyen d'un instrument corporel. Il a donc fallu que l'âme intellective ait été unie à un corps qui pût être l'organe ou l'instrument de la sensation. Or le tact est comme la base de tous les autres sens, et pour que le tact s'exerce, il faut qu'il soit placé entre les choses contraires comme le chaud et le froid, l'humide et le sec, et ainsi de suite. Car ce sont là les choses que le tact saisit, par la raison qu'il est en puissance par rapport au contraire, et qu'il peut ainsi les sentir. Il suit de là que plus l'organe du tact se trouve placé dans une heureuse égalité de tempérament, et plus il sera délicat et sensible. Mais l'âme intellective possède au plus haut degré la faculté de sentir, d'après ce principe posé par saint Denis, traité des noms divins, livre 45, ce qui est dans un état inférieur se trouve d'une manière plus parfaite dans l'être supérieur, d'où il résulte que le corps auquel est unie une âme intellective devait être un corps mixte, et celui de tous qui se trouverait établi dans une plus grande égalité de tempérament. C'est pour cela que l'homme est de tous les animaux celui qui possède le tact le plus délié, et que parmi les hommes, ceux qui ont le sens du tact le plus parfait sont également ceux qui possèdent le plus d'intelligence. Le philosophe avait dit que les hommes d'un corps délicat étaient ceux qui montraient le plus d'aptitude pour les choses intellectuelles, traité de l'âme, livre 2. Première objection. La matière doit être en rapport avec la forme, mais l'âme intellective est une forme incorruptible, donc elle ne peut convenablement être unie à un corps corruptible. Réponse. On pourrait éluder peut-être cette première objection en disant que le corps de l'homme était incorruptible avant le péché. Mais cette réponse ne me paraît pas suffisante. En effet, le corps de l'homme avant le péché était immortel non par nature, mais par un don de la grâce divine. Sans cela, l'immortalité ne lui eût pas été ravie par le péché, pas plus qu'elle ne l'a été au démon. Il faut donc répondre autrement et dire que, dans la matière, il y a deux conditions, l'une en vertu de laquelle elle est mise en rapport avec sa forme, et l'autre qui résulte de sa propre nature et de ses dispositions antérieures. Ainsi, l'ouvrier choisit pour former une matière, telle que le fer, propre à couper les corps durs. Mais les dents de la scie sont sujettes à s'émousser ou à se rouiller, ce qui tient à la nature même de la matière. C'est ainsi qu'il faut à l'âme intellective un corps d'une complexion bien proportionnée dans ses éléments. Mais la nature même de la matière fait que ce corps est toujours corruptible. Si l'on dit que Dieu eût pu la soustraire à cette nécessité,
On doit répondre que dans la constitution des choses naturelles, il ne faut pas considérer ce que Dieu aurait pu faire, mais bien ce qui est dans l'ordre même de la nature. Ainsi que s'explique saint Augustin, Dieu du reste y pourvoit et nous donne un remède contre la mort dans le bienfait de la grâce. Deuxième objection. L'âme intellective est une forme éminemment immatérielle, et ce qui le prouve, c'est qu'elle possède un genre d'opération à laquelle ne participe nullement la matière corporelle. Or, plus un corps est subtil, et moins il tient de la matière. L'âme devrait donc être unie à un corps extrêmement subtil, tel que le feu par exemple, et non à un corps mixte et principalement terrestre. Réponse. L'âme intellective n'a pas besoin d'être unie à un corps à raison précisément de son opération intellectuelle, mais bien à raison de sa faculté sensitive qui ne peut s'exercer que par un organe prédisposé à cela, par sa propre complexion. C'est pour cela que l'âme intellective a dû être unie à un corps ainsi composé, et non point à un élément simple, ni même à un corps mixte, où dominerait par exemple le feu relativement à la quantité. Car alors il n'y aurait plus égalité de complexion, puisque le feu régnerait sur l'ensemble par son activité. Ce corps dont la complexion résulte de l'égalité des éléments qui le composent revêt une sorte de dignité, par cela même qu'il s'éloigne des éléments contraires, et en cela il est comme assimilé à un corps céleste. Troisième objection. Comme la forme est le principe de l'espèce, il est impossible que d'une même forme proviennent diverses espèces. Or l'âme intellective est une forme unique, donc il est impossible qu'elle soit unie à un corps composé de parties de différentes espèces. Réponse. Les diverses parties d'un corps animé, telles que l'œil, la main, la chair, les os et toutes les autres, ne forment pas une espèce différente, mais forment un tout complet. On ne peut donc pas dire qu'elles appartiennent à proprement parler à des espèces différentes, mais bien qu'elles sont les différentes parties d'un tout. Et en cela, il faut voir un rapport de plus avec l'âme intellective qui, étant une dans son essence et cependant multiple dans ses facultés, est d'autant plus parfaite. Elle a donc besoin pour ces diverses opérations que le corps qui lui est uni présente des dispositions diverses dans les différentes parties qui le constituent. Voilà pourquoi nous remarquons une plus grande diversité de parties dans les animaux, plus parfaits par rapport à ceux qui le sont moins, et dans ceux-ci par rapport aux plantes. Quatrième objection. Il convient que la forme la plus parfaite s'attache au suppôt le plus parfait. Or l'âme intellective est la plus parfaite de toutes les autres, de toutes les âmes. Comme il arrive néanmoins que les corps des animaux autres que l'homme tiennent de la nature certains avantages dont le corps de l'homme est privé, tels que par exemple le poil au lieu de vêtements et les ongles au lieu de chaussures, et pour armes enfin des griffes, des dents et des cornes. Il semble que l'âme intellective n'aurait pas dû être unie à un corps imparfait et dépourvu de tous ces avantages. Réponse. L'âme intellective étant capable de comprendre les choses universelles, possède une faculté qui s'élève vers l'infini. Voilà pourquoi la nature n'a pu imposer à un tel être des appréciations déterminées, pas même des moyens invariables, pour se protéger contre ses ennemis ou contre les saisons, comme elle l'a fait pour les autres animaux dont l'âme n'a pas d'appréhension et de puissance qu'à l'égard de certaines choses déterminées. Mais à la place de tous ces secours prodigués aux autres animaux, l'homme tient de la nature la raison d'abord, et puis les mains, qui sont comme les organes des organes, ou instruments des instruments, puisque par leurs moyens l'homme peut se pourvoir d'instruments d'une infinité de genres et propres à produire une infinité d'effets.